Bonjour tout le monde, nous sommes lundi matin, j'ouvre ce vlog, pas prévu le lundi matin parce que je ne suis pas là normalement, mais je suis là, j'ai déplacé un cours pour emmener mon fils chez le médecin car il a la varicelle, voilà. Donc pas d'école cette semaine et il part chez ses grands-parents aujourd'hui, donc ça va être beaucoup plus simple pour lui, pour nous aussi. Donc voilà, donc du coup je vais avoir une semaine de vlog classique mais je l'ouvre aujourd'hui. J'ai pas grand chose à vous dire, je l'ouvre simplement pour vous dire que je suis toujours dans le Nathalie Hugues. J'ai pas lu grand chose, je suis page 84 et je passe toujours un très très bon moment. Donc voilà. Globalement, ça va être ma lecture de la semaine avec, je sais pas encore, je vais voir ce que je prends après. Celui-là il va me faire aujourd'hui, demain, mercredi je pense. Je pense qu'à partir de jeudi, je lirai autre chose jusqu'à Noël. Et puis à Noël, je lirai Scary Christmas. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Donc je ne vais pas broder comme ça. Mais je vous reprends demain, a priori. Nous sommes mardi matin, je suis toujours en pyjama et j'en profite un petit peu. Alors j'ai avancé légèrement là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues. Je suis à la page 104 et je suis arrivée à un moment de l'histoire où il y a un tournant, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. En fait, donc Joséphine Granger est engagée en tant que domestique à Evanstone et elle va avoir pour mission de s'occuper de la fille de Lord Maclean. Sauf que tout ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Elle va partir. Voilà, elle va partir parce qu'il va se passer quelque chose. C'est dit dans la quatrième, mais ne lisez pas la quatrième. Moi, j'ai été très surprise de ça, en fait, et je ne m'attendais pas à ça. Et donc, elle part. Alors, juste avant, elle va rencontrer à Evanstone un métayer qui s'appelle Edward, et qui va un petit peu lui taper dans l'œil, dans le sens où il est tellement mystérieux, cet homme. Il boit du whisky, il a l'air aigri, il a l'air de connaître beaucoup de choses, mais de ne rien dire. Et du coup, ça va l'intriguer. Elle veut en savoir un petit peu plus sur lui, mais elle va pas avoir l'occasion vraiment de lui parler la première fois. Elle va le revoir une deuxième fois. Je ne vous dis pas dans quel contexte, quoique je vous ai dit qu'elle partait. Donc bon, elle va le revoir ailleurs. Et j'en suis là. Je suis à un dialogue entre eux. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce personnage d'Edward. Moi, je pense que ça va probablement creuser là-dedans. Je m'attendais pas à ça parce que je pensais vraiment rester à Evanstone avec cette domestique, dans ce cadre un petit peu presque victorien, alors qu'on est à notre époque. Hein. C'est dit, elle parle de la tempête de 99 et tout, donc c'est là, ça se passe là. Mais on a l'impression d'être dans un temps passé très lointain, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas tout ça, on est en Écosse, on est dans des terres un peu perdues, un peu lointaines et très brumeuses. Donc ça donne une espèce de temporalité très incertaine et j'aime beaucoup ça finalement. J'aime beaucoup le style, c'est bien écrit, on prend son temps pour le lire, on savoure vraiment les descriptions, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Donc je suis très bien dans ce bouquin. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte de cette maison. Donc j'espère qu'elle va y retourner quand même, parce qu'à mon avis, elle a envie de creuser un peu plus ce qui se passe dans cette maison, et moi aussi. Donc voilà, j'en suis là, je vais bien avancer aujourd'hui parce que je prends les transports pour aller bosser. Et en plus, je prends les transports plus tôt parce que je rattrape un cours que j'ai pas donné hier. Et donc je dois rester 2 heures sur mon lieu de travail sans rien faire. Sauf si je croise des collègues, je pense que je vais peut-être lire. Et du coup, ce soir aussi, je vais pouvoir lire. Donc ça veut dire que je vais bien l'avancer. Entre ce soir et demain, je l'aurai, je pense, bien avancé. Donc quand je vous reprendrai jeudi, j'aurai probablement d'autres choses à vous dire. Peut-être même que je l'aurai terminé. Voilà. Ensuite, niveau réception, j'ai reçu, merci beaucoup, Rivage et Marie de Rivage. J'ai reçu Chiki de Rosalie Strausser, qui est publié donc chez Rivage. C'est un graphique, c'est une bande dessinée qui s'appelle Chiki, 4 saisons au Japon. Je vous lis le résumé. Comment raconter en quelques phrases cette année si dense ? Comment expliquer cette relation particulière, tout en contradiction, que j'ai développée avec le Japon ? Ce mélange incohérent d'attirance et de rejet. Octobre 2015, Rosalie, une jeune dessinatrice française passionnée par les mangas des années 90, s'envole pour le Japon. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle va y chercher. Peut-être avant tout la beauté. Au fil des saisons, ce regard sur un Japon idéalisé évolue. Blessée par les violences qu'elle subit en tant que femme dans une société japonaise très patriarcale, elle reste pourtant toujours aimantée par ce pays. Il me tentait énormément. Merci beaucoup Rivage de me l'avoir envoyé, de m'avoir proposé et envoyé. Parce que le Japon dans mon cœur. Et là, du coup, c'est vraiment le reflet d'une Française qui va au Japon et qui découvre avec son regard de Française comment est la société japonaise.
Ça me parle tout à fait parce que je vais pas dire je l'ai vécu, mais je suis allée plusieurs fois au Japon et je vois très bien que la société japonaise est extrêmement différente de chez nous, bien sûr. Les codes sont complètement différents. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas dire parce que c'est très mal vu et je suis toujours curieuse de la relation des Japonais entre eux, des étrangers avec les Japonais, des Japonais avec les étrangers aussi. Enfin voilà, donc je suis toujours très très curieuse et très à l'affût de tout ça. Donc là, un ouvrage là-dessus, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Je suis hyper contente. Le dessin est assez simple. C'est que du noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Quoique, peut-être au début. Je crois avoir vu une planche, voilà, une planche en couleur. Mais il y a écrit la jeunesse du Japon, donc je ne sais pas si c'est peut-être des passages plus historiques sur le Japon, ça peut être intéressant. Oh, c'est beau ça. Ouais, je pense que c'est il y a un peu plus d'histoire. Donc on commence à l'automne, tiens. Ok. Alors que au Japon, l'année scolaire commence au printemps, commence en avril. Les écoliers commencent leur rentrée scolaire en avril. Donc je pensais que ça allait commencer en avril. Mais bon, bref, ça n'a pas d'importance. Il y a peu de texte. Il y a des planches entières sans texte. Et ça me dérange absolument pas parce que j'aime beaucoup le trait. C'est simple comme ça et je pense que ça va être... ça va être très chouette. Oh, j'adore. Regardez. Un jardin japonais comme ça. Ah, c'est trop bien. Je suis allée à Kyoto. J'y suis allée 2 fois et la deuxième fois, quand j'étais avec mon conjoint, on avait un Airbnb à Kyoto dans une maison très très typique, tout en bois avec les portes coulissantes et tout. Et notre chambre était au premier étage, donc on dormait sur des futons, des tatamis, tout ça. Et quand on descendait l'escalier, il y avait une espèce de petite cour intérieure comme ça, un petit jardin japonais. C'était beau comme tout, c'était hyper typique, c'était incroyable, c'était waouh. Voilà, donc je suis toujours amoureuse du Japon, de toute façon ça ne changera jamais, ça fait des années que c'est comme ça. Et je suis très contente de lire ce graphique que probablement je lirai pour la semaine de graphique du 1er au 7 janvier. Voilà, donc merci beaucoup Rivage. Donc ça me fait déjà Billy Brouillard, Chiki, Les Moments Doux, Miséricorde. C'est pas mal, hein? Et j'en oublie un? Non, c'est ça. Voilà, déjà 4. Et puis pour le reste, on verra si je sors Death Note, enfin. Voilà pour les graphiques. Sinon, je suis en train de faire mes petits résumés spoilants là, parce que j'ai terminé mes 2 carnets de la collection proche. J'en ai pas racheté un troisième parce que y a certaines choses qui ne me convenaient pas d'un point de vue, comment dire, au niveau des pages, enfin ce qu'il y a d'écrit par exemple. Première phrase, ok, les phrases que vous avez retenues, moi je mets des post-it et je les renote pas forcément, c'est pour ça que je mets des post-it. Donc j'ai pris un carnet, un joli carnet, je ne sais plus qui m'avait offert ce carnet. Mais bon, il est très très beau, c'est peut-être Magda. C'est peut-être Magda, je sais plus. Donc voilà, et donc j'ai pris, ça me sert de carnet de lecture pour faire des résumés spoilants. Alors bon, c'est plus ou moins long des fois, hein. Là c'est très long, c'est de Joanna Gustafsson, mais je fais que le résumé en fait. Je mets le titre, l'auteur, l'autrice, finis-le, et puis la note que j'ai mis sur les Gradix, et puis le résumé. Donc il y a des résumés longs, et puis il y a des résumés beaucoup plus courts, par exemple. Voilà. Parce que j'ai pas grand chose à dire, parce que j'ai pas aimé, parce que par exemple Meurtre et Carrot Cake, il est pas très très long parce que c'est un tome 9, et que j'ai résumé juste ce qui s'est passé et le meurtrier, enfin voilà, la résolution. Mais pour m'en rappeler aussi, probablement pour le tome 10, parce que je me dis, s'ils reprennent certains éléments, je sais où je suis. Voilà, donc j'étais en train de faire ça, et je suis un peu à la bourre parce que je suis au Passager de Patrick Sénécal que j'ai lu tout début du mois, et entre-temps j'en ai lu je crois 3 ou 4, donc il faudrait que je continue ça. Je vous dis ça parce que, en fait, j'ai commandé. Je commande jamais sur Amazon, mais là je l'ai fait parce que je la soutiens et parce que je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai commandé le carnet de lecture de Séverine, il est bien ce livre. C'est la 3e année qu'elle en fait avec son mari et j'ai trouvé ça très pertinent. La première année, je faisais pas encore de résumé spoilant. L'année dernière, j'avais hésité et puis finalement, la collection proche m'a proposé le carnet de lecture, donc je l'ai pris. Et cette année, je me dis, tiens, allez, c'est l'occasion. Et en fait, vu que Séverine lit beaucoup, elle fait un carnet de lecture pour les gros lecteurs. Donc elle fait 300 pages de potentiel résumé, en fait, en sachant qu'elle coupe sa page en 2, avec écrit auteur, autrice, machin, genre, note sur 20 par exemple, et note. Donc en fait, on a 4, 5, 6 lignes par exemple pour faire un résumé ou mettre des notes en fait de sa lecture. Moi je vais m'en servir en résumé spoilant. Donc ça veut dire 300 pages, en sachant que les 300 pages ne sont pas consacrées qu'à ça. Maintenant cette année elle a mis la wishlist du mois, la palle du mois, le top 3 du mois je crois. Et donc il y a peut-être 250 pages qui sont consacrées au résumé, enfin aux prises de notes.
2 par page, ça fait quand même beaucoup de lecture, et là, ça me va. Donc, je vais quand même terminer celui-là, j'ai compté les pages, ça me fait à peu près une trentaine de lectures. Donc, je vais basculer 2023-2024 avec celui-là, et je prolongerai 2024, probablement 2025, avec le carnet de lecture de Séverine. Je dois le recevoir demain, mais j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient reçu avec un jour d'avance. Le ciel est rose. C'est très étrange. C'est très étrange. Le matin, comme ça, rose. Très bizarre, bref. Vous ne verrez pas parce que souvent avec les téléphones on ne voit rien du tout, ça rend très, très, très moche. Mais voilà, donc le carnet de lecture, je dois le recevoir demain, mais il y en a qui l'ont reçu avec un jour d'avance. Donc peut-être que je vais le recevoir aujourd'hui. J'aimerais bien, parce que comme ça je peux le découvrir, parce que demain je ne vais pas du tout être à la maison, donc je le découvrirai que le soir, voire jeudi matin. Mais je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de soutenir Séverine, et je trouve que c'est un carnet... pour les gros lecteurs, je suis une grosse lectrice, je lis 130 romans par an, et j'ai besoin des fois d'un outil effectivement qui réponde à mes besoins. Alors un carnet, ça peut être très bien, et c'est pour ça que je m'en suis servie, j'ai plein de carnets, je m'en sers rarement parce que je ne veux pas les utiliser, mais là j'ai une bonne raison de les utiliser. Donc je m'en sers pour écrire des résumés spoilants, je fais ça depuis janvier, c'était ma résolution 2023, je l'ai tenue toute l'année, vraiment j'y croyais pas, et c'est vrai que le carnet de lecture proche m'a mis vraiment le pied à l'étrier en me forçant à me dire allez, j'écris les résumés spoilants, je le fais. Au début, j'écrivais presque tout de suite à la fin de mes lectures avant de vraiment entamer un roman suivant. Et là, maintenant, je le fais plus, mais j'écris sur mon téléphone, en fait, au fur et à mesure de la lecture. Je prends des notes sur Samsung Notes. Et après, j'écris dans mon carnet de lecture. Donc ça, je le fais. Et j'ai été régulière toute l'année. Donc je suis tellement fière de moi de me dire, voilà, tu l'as fait sur un an, tu peux le faire sur 2, 3, 4 ans, tous les ans, en fait. Tu peux écrire des résumés spoilants, en sachant que j'ai quand même un petit carnet, je sais pas où je l'ai mis, que j'avais quand j'étais enceinte, où j'écrivais... Il est où ? Où j'écrivais des résumés spoilants aussi. Bon, moi je sais pas où. Et j'avais oublié que je faisais ça finalement. Donc quand je l'ai retrouvé là cette année, j'ai retrouvé des résumés très 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 spoilants qui faisaient 3-4 pages de carnet. Parce que j'avais du temps, j'étais à la maison, j'étais alité, tout ça. Et donc j'écrivais toutes mes lectures, tout le résumé de la lecture, ce qui se passait, les personnages. Et je suis bien contente de l'avoir fait. Inconsciemment, j'ai voulu le refaire alors que je l'avais déjà fait. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui me convenait, que je voulais faire, alors que j'avais oublié cet élément-là. C'était très très drôle. Donc j'ai Carnet noir que j'avais lu quand j'étais enceinte, Le mur invisible. Avant d'aller dormir, je crois. Je sais plus encore. Bref, il y en a pas mal. Il y a presque tout un carnet comme ça. Et je me dis, dans 10 ans, dans 20 ans, si mon fils veut lire des bouquins, il a un résumé, s'il veut confronter son avis au mien, enfin, voilà, je me dis que ça peut vraiment être utile, et même pour moi, hein, je me dis, si dans 20 ans, je me rappelle plus du tout d'un tome et que je veux lire la suite, tiens, voilà, il est là, mon carnet est là. Mes carnets sont là. Je sais pas combien j'en aurai dans 20 ans. Peut-être que Séverine aura sorti le tome 16 de son carnet, j'en sais rien. Mais bon, bref, voilà, ça c'était pour les lectures. Je voulais également vous parler, j'ai plein de choses à vous raconter ce matin, je voulais vous parler d'un de mes objectifs de 2023 que je n'ai absolument pas respecté, qui était d'avancer La Tour sombre de Stephen King. Je n'ai pas ouvert une seule page du tome 3 de La Tour sombre, qui s'appelle Terre perdue. Mais il y a quelques jours, des amis sont venus manger à la maison, et une des amies est fan de King. Elle le lit en anglais, elle l'écoute depuis toujours, elle a toujours aimé ça. Elle n'a pas fini La Tour sombre, on en a discuté, et je lui ai parlé du podcast Le Roi Stephen. Le Roi Stephen. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce podcast, je pense, il y a quelques temps. C'est un podcast que je suivais assidûment à leur début, il y a 5 ans. Ça remonte quand même. Le premier épisode était sur Rage, et en fait c'est un podcast qui analyse tous les livres de King. C'est fait par une équipe, alors l'équipe a un petit peu changé depuis le début, mais actuellement je crois que ça fait longtemps que j'ai pas écouté un épisode, mais il y a Emily de Stephen King France, il y a un jeune monsieur, je sais même pas si... Non, c'est un mec qui s'appelle Grand Poil, il y a Urde, il y a Pomme et il y a Julien. Voilà, ça c'est l'épisode que je suis en train d'écouter justement sur La Tour sombre, mais c'était il y a déjà presque 3 ans. Peut-être que ça a évolué, que ça a changé, mais le noyau global en général c'est ça. Il y a Pomme, il y a Urde, il y a Julien, Grand Poil aussi, et puis je sais pas comment il s'appelle Grand Poil. Il est sur internet, sur Instagram, je veux dire. Je ne sais plus son nom, mais son pseudo c'est Grand Poil. Et Emily de Stephen King France qui s'était greffée justement à ce podcast-là. Donc ça a pour but d'analyser l'œuvre de King. Un podcast, la plupart du temps, est équivalent à un livre de King. Donc ils vont commencer par
résumer le livre. Ça veut dire que si vous écoutez ce podcast, il vaut mieux avoir lu le livre en question parce que vous allez totalement vous faire spoiler du début à la fin. Moi, je l'avais fait pour Rage parce que j'avais relu Rage exprès pour l'occasion, donc il y a 5 ans. Ouais, j'avais lu Rage, je l'avais jamais lu. Je l'avais acheté il y a des années parce qu'il est plus trouvable dans le commerce. J'avais eu la chance de le trouver avant qu'il soit retiré, donc en 95, un truc comme ça, je crois. Et du coup, mais je ne lisais pas à l'époque, donc c'était juste... J'avais ça dans ma bibliothèque. Pourquoi je l'ai acheté Non, c'est pas 95, non, Columbine, c'est 99, je crois. Donc j'avais dû le lire, j'avais dû l'acheter juste avant, au même moment où j'avais acheté Shining, fin des années 90, et puis il y a eu la tuerie de Columbine, où le tueur on avait retrouvé Rage de King dans le sac à dos, et je crois qu'il y a eu malheureusement d'autres fusillades aux États-Unis où ils ont retrouvé ce bouquin-là. Donc Stephen King a décidé d'arrêter la vente et la publication de ce bouquin. Donc il est introuvable dans le commerce. Il ne s'édite plus. Alors peut-être que depuis, 20 ans après, peut-être que ça a changé, peut-être que c'est réédité, mais en tout cas, si vous cherchez Rage, vous ne le trouverez pas neuf. Cherchez-le d'occasion et si vous le trouvez, prenez-le parce qu'il est vraiment très rare. Moi, je l'avais trouvé en librairie à l'époque et je ne l'avais jamais lu. Je l'ai lu pour justement le podcast de Stephen King, du roi Stephen, où je me suis dit, allez, c'est l'occasion, vas-y, je le sors, c'est parti, vu que c'est un résumé spoilant, je vais le lire et après je vais écouter le podcast. Donc en fait, il commence par une analyse totale de tout le livre, donc un résumé total de tout le livre. Ils donnent leur avis et tout ça. Moi j'ai compris ça, tiens, moi j'ai compris ça. Et alors c'est marrant parce que cette référence-là, c'est dans un autre bouquin de King, machin. Donc ça dure 1 heure, voire là pour La Tour Sombre, le 2e tome, 2 heures de résumé spoilant. C'est très long, mais quand on est passionné et geek de King, c'est génial. Donc du début à la fin. Et puis après, il y a le contexte. Dans quel contexte le livre a été écrit? Quel est l'impact de ce livre sur l'univers de King? Est-ce qu'il y a eu des adaptations, des choses comme ça? Donc il y a certains livres qui ont été adaptés, genre 22-63. On parle de la série 22-63. Et puis on va parler des références à Derry, parce qu'à un moment il va à Derry. Je ne sais plus s'il y a Cimetière, je ne sais plus. Et Castle Rock, je crois qu'il va à Castle Rock, je ne me rappelle plus. Mais voilà, le lien dans l'univers de King. Donc c'est un podcast hyper complet sur les œuvres de King. Et moi, j'adore. Donc je l'ai écouté un certain nombre de fois, un certain nombre d'épisodes, parce que c'était des fois des livres que j'avais lus, 22-63, ça, Le Fléau, tout ça. Et du coup, un jour, ils ont décidé de se lancer dans La Tour Sombre. Et là, j'ai fait wow. La Tour Sombre, moi j'avais lu Le Pistolero, j'avais rien compris. Je ne comprenais pas ce bouquin, je ne comprenais pas l'intérêt. C'était complètement brouillon, ça partait dans tous les sens. Il y avait un espèce d'imaginaire un peu perdu. Je me dis, il était sous champi quand il a écrit ce truc, c'est pas possible. Et je me suis dit, bon, je laisse tomber. La Tour Sombre, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas un univers pour moi. Ils ont analysé Le Pistolero. Et ils ont dit que ce bouquin était complètement what the fuck. Donc ça m'a rassurée en me disant, ah, je me sens beaucoup moins seule. Je ne suis pas la seule à avoir trouvé que Le Pistolero était complètement barré et que la première phrase du livre servait pour tout le bouquin et que finalement, si tu lis la première phrase, t'as compris Le Pistolero. Parce que ça va tellement loin que, faut vraiment être... C'est même pas ouvert d'esprit, là, c'est avoir l'imaginaire de King, quoi, en fait. Et quand ils ont commencé à analyser ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, là, je comprends mieux et je visualise mieux Le Pistolero. Donc, je me suis dit, après tout, si je suis pas seule et que eux, en plus, vont continuer à les lire, et bien peut-être que je peux m'y mettre aussi. Donc, je m'étais procuré Les 3 cartes, qui est le tome 2. Et je l'avais lu, et j'avais écouté le résumé spoilant, l'émission consacrée, machin. Mais c'était il y a 3 ans. Donc, j'avais mis des petits post-it à l'époque, et pas de marque-page. Quand je vais sur Livre Addict, je regarde ce bouquin-là, et je ne vois pas qu'il est lu dans mon historique de Livre Addict. C'est pas possible, j'ai dû le lire, c'est pas possible. Parce que quand j'écoute, et là j'ai réécouté entre hier et aujourd'hui le résumé spoilant, et ça me dit quelque chose, ça me parle, bien sûr, je me vois lire ça, donc forcément, je l'ai lu, forcément. Quand? Eh bien, potentiellement, il y a 3 ans, voilà. Donc, j'ai lu le tome 2, c'est des tomes qui sont écrits vraiment petits. Genre vraiment, voilà. J'ai lu, et c'est une vieille édition. Donc, en fait, je vais garder cette vieille édition, et je vais continuer à acheter ces vieilles éditions papier. De chez J'ai lu, je le trouvais sur Vinted, j'en sais rien, peu importe. Mais le problème, c'est que quand j'avais acheté Le Pistolero, le tome 1, je l'avais acheté dans une nouvelle édition avec la couverture du film bien pourri. Ils ont fait un film pour résumer 7 bouquins, je crois.
Donc voilà, inutile de regarder ce film. Mais je veux continuer à lire ça. Alors, plusieurs possibilités. Soit j'achète les tomes et j'écoute le podcast du roi Steven en me faisant joyeusement spoiler sans lire le bouquin. C'est un peu dommage. Soit je lis les bouquins, auquel cas il faut que je me les case régulièrement parce qu'il y a quand même une suite. Donc je me dis, allez, un par mois peut-être. Mais ils sont de plus en plus gros. Donc là, celui-là, il fait 400 pages. C'est écrit rikiki. Voilà. Donc ça fait presque, on va dire, 700 pages en tome normal, écriture normale, police normale, taille de police, pardon. Ou alors, je les écoute en audio. Et là, ils sont en audio. Donc je me dis, bon, les somnambules en audio, ça passe très bien. Je suis à la moitié des somnambules. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue les somnambules en papier et je le termine en papier? Il me reste 700 pages en papier. Soit je l'écoute comme ça, en dilettante, en sachant que je sais très bien où je suis dans les somnambules parce que je l'écoute depuis des semaines, donc je suis bien imprégnée de ce bouquin. Et je me permets d'écouter le tome 3 en audio, avec le support papier si besoin, avec des post-it si je veux en mettre, et avec le podcast du roi Steven qui me spoil et qui en plus analyse le bouquin. Donc beaucoup de possibilités pour La Tour Sombre. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand vous tombez sur des podcasts comme ça, pour une œuvre aussi massive et aussi complexe que La Tour Sombre, vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment aidé de support. Audio si vous voulez le passer en audio, liseuse parce que je vais peut-être le prendre sur liseuse finalement aussi parce que les caractères sont un petit peu plus gros, audio, podcast et tout. Donc il y a vraiment, si vous voulez vous lancer dans La Tour Sombre, il y a possibilité d'y comprendre quelque chose. Et ça me rassure. Donc j'ai les 3 cartes, je vais me procurer Magie et Cristal, non les Terres Perdues, Magie et Cristal c'est le tome 4. Et je vais essayer assidûment de continuer La Tour Sombre. Parce que je finis les Rougon-Macquart cette année. J'ai lu 20 tomes, 19,5, des Rougon-Macquart. Enfin, je finis le dernier là. Je me dis quand même, King est aussi un de mes auteurs préférés. Je pourrais lire le Jupiter de son imaginaire, comme il dit. Et du coup, je pourrais tout à fait me relancer dans La Tour Sombre. Parce qu'il y a tellement de concordances avec ces autres romans. Quand vous allez sur la page de Stephen King France, il y a le multiverse de King. Et le multiverse, c'est tous ces croisements dans les œuvres. Il y en a des tonnes, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Vous allez trouver un personnage dans La Tour Sombre que vous allez retrouver dans un chapitre de 22-11-63, une réflexion d'un personnage. Oui, mais c'est dans le multiverse de King. Roland, le personnage de Roland, qui est phare, qui est dans La Tour Sombre, c'est Roland en fait, c'est l'homme en noir, c'est lui le méchant. On le retrouve dans Le Fléau, on le retrouve dans plein de tomes de King. Donc Roland est un... non, c'est pas Roland, c'est Randall, excusez-moi, Randall Flagg, qui est l'homme en noir. Randall Flagg, on le retrouve dans plein de romans de King. Ce personnage, l'omnubile, le passionne, enfin voilà, on sent vraiment qu'il y a quelque chose avec l'homme en noir. Il est dans Le Fléau aussi, bien sûr, si vous l'avez lu. Et voilà, et je me dis, il y a quand même... La Tour Sombre, c'est le noyau, en fait, de tout le reste. Donc, même si c'est de la SF, même si c'est complètement barré à certains moments, même s'il faut bien suivre, il faut lire La Tour Sombre. Et je le sais depuis longtemps. Et j'avais peur, mais là, j'ai moins peur. Donc, 2024, je reprends La Tour Sombre. Je ne dis pas que je vais lire toute La Tour Sombre, parce qu'il y a quand même... il a fini, finalement, il n'y a pas si longtemps. Voilà, La Tour Sombre est la Jupiter du système solaire de mon imagination. C'est pas rien, quand même, Jupiter, hein, donc voilà. Si je peux lire 2-3 tomes, allez... Donc là, je vais avoir Magie et Cristal... Les Terres Perdues, Magie et Cristal. Si je peux lire ces deux-là, en sachant qu'ils sont gros, et puis j'écoute les podcasts, déjà, ça peut être pas mal. Parce que si j'ai lu le tome 2 il y a 3 ans, et qu'en écoutant le résumé, je m'en rappelle, c'est qu'il y a quand même des traces de ce bouquin. Je me suis également procuré, il y a quelques temps, un livre, un guide officiel de La Tour Sombre sur les 4 premiers volumes. C'est Émilie de Stephen King France, qu'on avait justement parlé dans le podcast. Ça s'appelle Concordance, il y a 2 tomes à Concordance. Et c'est en fait donc, le guide des lieux, des personnages de l'entre-deux-mondes, de La Tour Sombre. Et donc, il est aussi en édition J'ai lu, il ne se trouve plus neuf, il ne se trouve aussi que d'occasion. Si vous le trouvez, prenez-le. Moi, j'avais dit à Émilie, écoute, je l'ai trouvé sur je ne sais plus quel site à 25 €. Elle m'a dit, prends-le. Prends-le direct. En fait, te pose pas de questions. Si vraiment t'es fan, si tu veux lire La Tour Sombre, prends-le, ça va vraiment t'aider. Et effectivement, il y a, comment je pourrais vous dire, voilà, les lieux de l'entre-deux-mondes. Je vous donne un exemple. Le lieu, alors ça c'est gros peut-être.
Le lieu Baronnie du Nord-Ouest. Baronnie du Nord-Ouest. Alors, Patricia, le monorail jumeau de Blaine, se dirigeait vers les baronnies du Nord-Ouest. Donc là, on est dans une citation. On n'en connaît cependant pas les noms. Et là, c'est dans le tome 3, page 426. Donc, en fait, on va retrouver ces lieux-là dans chaque tome, donc entre le tome 1 et le 4, pour se retrouver dans les lieux de l'entremonde et pour savoir à quoi correspond quoi. Les personnages. Il y a des personnages, par exemple, le roi cramoisi. Bon, je ne vais pas vous spoiler non plus tout. Si Roland ne sait pas exactement qui est le roi cramoisi, le lecteur le sait. On le retrouve dans un autre des romans de Stephen King, Insomnie. Déjà là, il y a des concordances. Roland est un soldat du blanc, le roi cramoisi est son ennemi juré, blablabla. Donc voilà. Dans le Pistolero, Sylvia Pitson, nanana. Il y a d'autres livres aussi. Dans le nouveau Pistolero, on apprend que machin truc et tout. Tome 4, page 140. Rêve du bulldozer d'Eddie. Eddie, un autre personnage qui n'est, je crois, pas là d'ailleurs. Mais il doit. C'est Edouard, je suis bête. C'est pas Eddie, c'est Edouard. Et donc il doit être dans d'autres pages. Mais c'est concordance, c'est des concordances entre les 4 premiers tomes. Et donc le tome 2 est entre les tomes 5 et 7. Ou 8 peut-être. Il y a 8 tomes à la Tour Sombre. Même ça, je ne sais pas. Donc voilà, et ça c'est important. Par contre, si vous lisez ce concordance-là, il faut avoir lu les 4 premiers tomes. Moi, je pense que je m'en servirais peut-être pour des lieux, pour en savoir un petit peu plus. Mais je suis contente de l'avoir parce que je suis geek de King, et ça, c'est précieux. Donc voilà, quand j'aurai lu les 4 premiers tomes, peut-être que je chercherai le 2e tome de concordance. En attendant, je vais essayer de reprendre ça. J'ai beaucoup trop parlé de King, peut-être que ça vous saoule, je suis désolée. mais voilà, ça me passionne aussi, et c'est pas possible de lire King sans lire La Tour Sombre, en fait. Donc j'en parlais à cette copine qui m'a dit « Ah, ça me donne trop envie de le relire et tout ». Et c'est vrai que moi aussi, ça me donne vraiment trop envie de le relire. J'avais tenté d'emprunter les BD, mais le problème des BD, c'est qu'elles sont pas dans l'ordre de lecture de la saga. Et je préfère lire la version papier et écouter peut-être le podcast pour m'imaginer les lieux, tout ça. En sachant que, dans Concordance, à la fin, il y a des cartes. Il y a des cartes de l'entre-deux-mondes. L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. Ça, c'est la première phrase. Voilà, c'est pour la nouvelle édition du Pistolero. C'est la première phrase de La Tour Sombre. C'est la première phrase du Pistolero, le tome 1. L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. Il va y avoir une quête, bien sûr. Et la suite, c'est du coup la carte originale de l'édition du Pistolero. Parce qu'en fait, le Pistolero a été réécrit par King, parce que la première édition, c'était vraiment le bordel. Donc, il a essayé d'éclaircir un petit peu les choses. Donc, il y a 2 éditions au Pistolero. Ensuite, dans les Terres perdues, on a aussi une autre carte qui va nous indiquer le mur effondré, le ruisseau... c'est quoi ça ? La route à deux arnières, le débarcadère. Donc, c'est des lieux que vous allez retrouver dans le bouquin. Donc, ça, c'est dans la tour perdue. Et ensuite, c'est tout. C'est déjà bien. Voilà. Donc, on a des cartes aussi à la fin de ça. Je suis sûre que si vous voulez chercher La Tour Sombre, vous allez trouver plein de cartes, plein d'aides, plein de trucs comme ça. Mais sachez que c'est possible. On peut vous aider à lire La Tour Sombre. Donc voilà, ça va être mon objectif 2024, avancer La Tour Sombre de King, en sachant que là, quand même, au niveau des King, j'en ai lu une 40aine, et j'ai lu tous ceux que je voulais lire. Il n'y a pas de... Oh, si, peut-être Conte de Fées, peut-être que je le lirai, mais je vais peut-être attendre qu'il sorte en poche. Conte de Fées que j'ai envie de lire, là, le dernier. Mais sinon, je n'ai plus d'objectif livresque avec King. J'ai lu tout ce que je voulais. Insomnie, que je voulais tenter... Il est quand même gros, je me dis c'est pas urgent. Je préfère me concentrer sur La Tour Sombre. Donc voilà. J'ai beaucoup trop parlé ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est doit être 9h, quelque chose comme ça. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir fait le point pour moi et avec vous sur La Tour Sombre. Si vous voulez lire La Tour Sombre, si vous lisez La Tour Sombre, dites-moi où vous en êtes. Dites-moi si vous avez tenté, dites-moi si vous avez osé et puis tout compris et adoré. Voilà, aidez-moi à aimer ce bouquin. Parce que ouais, moi le Pistolero, quand je l'ai lu, j'étais perdue. Je me dis, mais attends, j'ai lu plein de King, pourquoi celui-là je ne le comprends pas ? Pourquoi je n'accroche pas du tout en fait ? Et je comprends maintenant pourquoi. Voilà, bon, je vais aller m'habiller, et puis je vais peut-être lire un petit peu. Je vous reprendrai donc pas demain, parce que demain c'est journée très très chargée, mais jeudi, parce qu'après tout, jeudi j'ai du temps, donc je reprends jeudi. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que La Tour Sombre a
un podcast consacré qui s'appelle le 19e Palabre. Et c'est vrai que du coup, je pourrais aussi l'écouter. Je ne l'avais pas écouté, mais j'ai peut-être le commencer. Là, c'est uniquement sur la Tour Sombre. Donc, je pense qu'ils ont eu cette idée-là après avoir terminé la Tour Sombre, parce qu'ils avaient peut-être d'autres choses à dire justement sur ça. Et je ne sais pas. Alors, je viens de voir une image sur Insta. Je suis le 19e Palabre, mais je ne les ai jamais écoutés. Donc, je pense qu'il y a Émilie de Stephen King France, peut-être Grand Poil, peut-être Julien, je ne sais pas. Mais le 19e Palabre, cherchez sur internet, je pense que je vous retrouve. On est jeudi matin et je suis presque en vacances. Le jeudi, j'ai 1h30 de cours en école et après, c'est terminé. Donc là, ça y est, je redescends un petit peu, je souffle. Je vais profiter un petit peu de cette période-là, de ces derniers jours avant Noël pour décompresser un petit peu. Je viens vous parler de mes lectures et de cadeaux. J'ai été pourri gâtée. D'abord, j'ai terminé Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues. Je l'ai dégommé, j'avoue. Il se lit très bien, l'écriture est très belle, c'est fluide, le personnage principal, Joséphine, est très attachante. Je commence par les points positifs parce qu'il y a du négatif. On est sur une histoire en Écosse où les descriptions sont super jolies, où c'est immersif, où il y a du mystère, on veut en savoir plus. Et on est sur un duo de personnages, Joséphine et Édouard, qui se cherchent un petit peu. J'ai eu l'impression d'être dans une romance victorienne. Donc cette histoire aurait tout à fait pu se transposer au 19e siècle, mais c'était écrit à notre époque, donc 2015, 2020, quoi, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour le positif, c'était vraiment ça, c'était très agréable. Le négatif viendra de la relation entre Joséphine et Édouard et du personnage d'Édouard, qui, en discutant avec Ludivine, lecture du chapitre, m'a dit, ouais, elle le trouvait super toxique. Et je pense qu'effectivement, c'est un personnage qui ne sait pas ce qu'il veut, qui passe d'un extrême à l'autre, qui est instable, et du coup qui est instable avec Joséphine aussi. Et du coup, ça met le lecteur dans une confusion, autant que le personnage principal finalement. Ça m'a un peu embêtée, parce que du coup, ça faisait un peu ça dans ma lecture, quoi. Voilà. À partir de la deuxième moitié, on va dire. Mais, si vous aimez les romances victoriennes, un peu torturées, sombres, grises, avec des je t'aime, moi non plus, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas ce que je veux, que faisons-nous, nous nous aimons, oui, déchirons-nous, non, aimons-nous. Finalement, ça pour moi c'est très victorien, et donc je vous le conseille. Néanmoins, sachez que le personnage principal est un petit peu bipolaire quand même, et du coup, bon, voilà, c'est assez particulier. Je suis très très contente d'avoir découvert la plume de Nathalie Hugues seule, du coup, et je serais curieuse d'en lire d'autres, en fait, d'elle. Donc c'est quand même positif, parce que je le voulais, ce bouquin, je l'avais demandé à Kalman Levy, et je suis bien contente de l'avoir lu. Je trouve, en fait, déjà la couverture super belle, et très parlante, et très reflétante de l'histoire qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est positif, et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est particulier. Puis il y a une histoire, il y a un passé de Joséphine qu'on va découvrir. Il y a certains aspects que j'aurais voulu être plus creusés, notamment sur son lien avec la médecine, son lien avec son père. À la fin, ça va peut-être un petit peu vite, mais c'est... Je suis mitigée, mais je ressors quand même contente en fait de cette lecture parce qu'il y a beaucoup de positifs. Donc je suis assez contente de l'avoir découvert. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-le moi. C'est quand même un beau bébé de 500 pages, mais il se lit vraiment bien. Je l'ai lu en 3 jours, 4 jours, enfin voilà, vraiment il se lit super bien. J'ai eu du temps aussi pour le lire. Tous les chapitres commencent à droite, il y a des pages où il y a juste un proverbe. Donc voilà, il est très aéré et il est fluide, l'écriture est très belle, vraiment. La description de l'Écosse est très belle, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, Édouard est un petit peu barré quand même. Voilà, pour Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues, c'est chez Kalman Levy. Je vous le conseille. Je continue avec une petite lecture jeunesse qui s'appelle Les Willoughby de Lois Lowry. Lois Lowry est une autrice qui a écrit Le Passeur, que vous devez connaître peut-être au moins de nom. Et il est sorti quand celui-là Ce n'est pas écrit. Ah si, 2010. Oh. Ah oui, 2008 pour l'édition originale, 2010 pour l'édition française École des loisirs. La couverture est très jolie, je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est rouge, j'allais dire rouge doré, rouge brillant, vous voyez, donc avec la porte comme ça en rouge. Et les illustrations sont faites par l'autrice aussi. Je vous lis le résumé, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Ça me fait un peu penser aux Orphelins Baudelaire. J'ai lu qu'un tome, mais j'avais beaucoup aimé. Et ça me faisait penser à autre chose aussi. Je sais plus. Bref,
de la jeunesse avec la famille Willoughby qui vit comme ça ensemble. J'en sais pas plus pour l'instant, j'ai mis mon marque-page. Coucou Steph de Piketty si tu passes par là. Et puis bon voilà, je vais découvrir cette histoire, ça fait... clairement, alors attendez. Ça fait 192 pages, même pas 200 pages. C'est du jeunesse, c'est écrit gros. Je pense qu'il peut être lu dans la journée, sinon je le terminerai demain matin. Mais voilà, j'aime beaucoup la couverture, je trouve ça très joli. Donc ça sera pour ma lecture du jour. J'ai été donc pourri gâtée par les copines Bookstagram. Eva, que vous connaissez sous le pseudo de Pose-toi Eva lire, qui regarde probablement cette vidéo, coucou Eva, m'a envoyé un colis de Noël absolument extraordinaire avec 2 choses qui ont déjà été consommées, à savoir une bière au pain d'épices, ça c'est mon conjoint qui l'a bu. Il a pas, je t'avoue Eva, il a pas trop accroché à la bière au pain d'épices. Lui il aime la Pale Ale, tu vois, ou la Indian Ale, tout ça, la Ale. Du coup c'est un peu particulier. Et moi elle m'a mis du kombucha, hibiscus poire. Et c'est particulier aussi, je m'attendais pas à un truc pétillant, je sais pas pourquoi. Donc je pense qu'en été ça doit mieux passer. À mon avis j'étais pas dans le bon mood, mais j'ai quand même voulu goûter parce qu'on a trinqué tous les deux avec mon conjoint hier soir avec ça. Donc on a pensé à toi Eva hier soir. Et on a goûté donc moi le kombucha et lui la bière, j'allais dire bière de Noël, non la bière au pain d'épices en fait. C'est Fort Wenger qui fait ça. Donc assez original pour le coup. Elle m'a aussi mis des cookies de Noël de chez Fort Wenger. Donc ils doivent être au pain d'épices forcément. Parce que faut pas déconner non plus. Hein. Cannelle j'imagine, j'ai même pas regardé. Alors, cannelle, gingembre, coriandre, anis, girofle, oh là 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 là. Ah ouais, écorce d'orange, ça va être beaucoup trop bon ce truc. J'ose pas les ouvrir maintenant parce que j'ai plein de gâteaux, j'ai mes élèves qui m'ont offert aussi des chocolats, des trucs comme ça. Donc j'ose pas les ouvrir maintenant, mais cookies de Noël quoi. En même temps, cookies de Noël, donc à manger à Noël forcément. Elle m'a bien sûr, parce que c'est Eva et que ça, sans Eva, ça ne ferait pas Eva, des Werther's Original caramel popcorn, bretzel, évidemment, c'est beaucoup trop bon. Elle m'a offert un petit savon au pain d'épices. Il sent trop bon, il sent trop bon. Au pain d'épices, beurre de karité. Il sent trop bon. Il sent le savon et tu sens le pain d'épices aussi, j'adore. Je ne sais pas du tout où elle trouve ça, mais sans huile de palme. Je ne sais pas, fabriqué en Alsace. Évidemment. Ah, d'accord, ok. Très bien. Et bah écoute, tu sais quoi, j'irai là-bas. Je vais demander à mon mari s'il connaît, mais je pense qu'il connaît. Trop bien. Et elle m'a offert aussi pour mon fils des petites perles, vous savez, à chauffer comme ça. Alors, on n'en a jamais fait encore, mais on va regarder ça. Et puis, il y a un petit bonhomme de neige, un sapin et puis un petit lutin. C'est trop mignon, j'adore. Et merci beaucoup. Eva m'a mis un petit mot derrière une affiche cosy de Carol from Woodland. Donc, merci beaucoup, parce que je l'ai, hein, je pense que c'est une page, en fait, du Noël cosy. J'ai le bouquin. Et voilà, les petits rituels Noël cosy. Merci beaucoup Eva, franchement tu m'as gâtée. Je suis pourrie par les copines. C'est assez flippant. Ah si, elle m'a mis un petit sucre d'orge aussi. Trop mignon. Voilà. Et puis à boire et tout. Donc je suis vraiment... je suis... comment dire je vais pas dire habillée pour l'hiver, mais je suis rassasiée pour Noël. Et puis j'ai eu un joli colis aussi de Audrey. Si tu passes par là, Audrey, je te fais aussi un gros bisou. Qui m'a offert plein de choses, plein de belles choses. Non, on le voit pas là, bon, ça. À savoir, déjà un stylo 4 couleurs. C'est mon premier 4 couleurs, Audrey. Tu m'offres mon premier 4 couleurs, j'en ai jamais eu. Il y a du rose, du violet, du bleu et du vert. Et je suis trop contente parce que c'est mon premier 4 couleurs. C'est 39 ans pour avoir son premier 4 couleurs. J'ai eu aussi, alors je ne l'ai pas encore ouvert, mais il est très beau. Un petit agenda, un petit calendrier. Ah, c'est marrant, vous voyez le reflet. Danse, évidemment. Donc, on est sur plutôt du classique. Quoique, non, il n'y a pas que du classique. Sur des belles photos de danse pour tous les mois. Ça, je me le garde précieusement aussi. On passera au livre après. Une petite carte. Un joli marque-page. Très beau, où il y a écrit « A well-read woman is a dangerous creature. » Oui, parce qu'une femme qui lit est dangereuse. Un beau carnet de lecture, j'adore, c'est trop beau, avec un petit chat. Un carnet de lecture qui me servira forcément, parce que maintenant que je fais des résumés spoilants, ça me servira forcément. Alors, elle m'a dit pour tes graphiques, et c'est vrai que c'est pas bête, j'en ai pas pour mes graphiques, et je pourrais tout à fait m'en servir pour mes lectures graphiques. J'en ai un petit peu comme ça, c'était Estelle, je crois, qui me l'avait mis dans mon calendrier de l'avant dernier. Je m'en suis pas encore servi, donc je sais que maintenant j'ai du stock pour mes lectures graphiques, donc ça c'est parfait. Elle a aussi pensé à mon fils.
Elle m'a offert 3 petites histoires du soir pour lui. Il va être très très content, je pense. Et elle m'a offert 2 livres. Alors, un manga, je lui ai dit j'ai déjà le tome 1, mais c'est pas grave du tout. C'est Isabella Bird. J'en profite pour vous le conseiller parce qu'il est beaucoup trop bien. C'est une femme qui a vraiment existé, Isabella Bird, qui a traversé en fait qui est partie au Japon au 19e siècle. Une femme au 19e siècle au Japon, ça ne se faisait pas du tout. Elle a un peu galéré, mais elle y est arrivée. Et elle nous raconte un petit peu son périple. Je trouve les dessins vraiment très beaux. Et attendez que je vous trouve une planche un peu parlante. Je sais pas si elle arrive tout de suite au Japon. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'aurais voulu du paysage un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on est sur un trait peut-être classique manga, mais moi que j'aime beaucoup. Et l'histoire fonctionne carrément. C'est très... Ça fait très traditionnel. Moi, j'aime beaucoup, voilà. J'ai déjà lu Isabella Bird. En fait, j'avais commencé par les emprunter à la médiathèque. Et en fait, j'ai acheté le premier tome en me disant au moins j'ai le premier tome. Mais je crois que je suis arrivée au tome 6 de ma lecture et j'ai pas repris. Il est là où je le vois. Voilà, donc merci beaucoup Audrey. Et elle m'a offert le classique. Il était même pas sur ma wishlist, je crois. Mais je voulais le lire, donc elle a bien ciblé. C'est Shutter Island de Dennis Lehane, qui est là chez Rivage Nord avec, je pense, l'affiche du film, puisque derrière, il y a le logo, tout ça. Donc, je lui ai dit, et je le dis aussi, j'ai déjà vu le film Shutter Island il y a bien 6 ou 7 ans. Je me rappelle de la fin, qui est un peu... What? Voilà, donc je connais le twist. Néanmoins, je sais que le livre est toujours souvent meilleur que le film, donc j'ai très très hâte de découvrir le livre et toute l'origine de ce lieu. Donc nous sommes dans les années 1950, au large de Boston, sur un îlot nommé Shutter Island, se dresse un groupe de bâtiments à l'allure sinistre. C'est un hôpital psychiatrique pour assassins. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hull, A-U-L-E, ont été appelés par les autorités de cette prison-hôpital car l'une des patientes, Rachel Solando, manque à l'appel. Comment a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée à clé de l'extérieur? Progressivement, les 2 policiers s'enfoncent dans un monde de plus en plus opaque et angoissant jusqu'au choc final de la vérité. Donc j'ai hyper hâte de le lire parce que concrètement, je ne me rappelle pas de l'histoire à part de cette prison et de cette ambiance et de la fin. Mais tout le reste, je ne sais plus. Donc j'ai très 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 hâte. Je sais pas si... Oh, il écrit petit. Oh, il écrit tout petit. Il fait 400... Oh, moins de 400 pages. 392. Et j'ai trop hâte parce que je vais enfin découvrir la plume de Dennis Lehane, dont Séverine parle beaucoup parce qu'il y a Le Silence qui est sorti là, qui a été un gros coup de cœur pour beaucoup de gens. Et voilà, j'ai super hâte. Il faut que je le programme. Oh, mais si je le programme, ça ne sera pas avant avril. Parce que je suis déjà un petit peu blindée niveau planning de lecture. Mais en tout cas, merci beaucoup Audrey pour ça et pour ton colis en général. Donc j'ai été vraiment très 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 gâtée. Je suis très heureuse d'avoir une communauté comme ça parce que c'est précieux, c'est vraiment vraiment précieux. Et ça fait plaisir. Et moi j'ai envie de faire des cadeaux aussi. Donc voilà, je vais essayer de me rattraper un petit peu et puis d'envoyer des petites choses de toute façon. C'était prévu. Mais le temps me manque en ce moment, donc ça sera peut-être des cadeaux de Noël en janvier, on verra. Voilà, voilà. Bah écoutez, sinon j'espère que ça va, que vous faites de bonnes lectures. Et alors je voulais vous dire, je crois qu'on avait, je crois que c'était sur Facebook, un truc qui s'appelait Jeudi Confession. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Jeudi Confession, c'est quand on révèle quelque chose, un petit truc un peu honteux, qu'on a découvert, voilà. Quand j'avais 20 ans, par exemple, jusqu'à 20 ans, je pensais que les moineaux étaient les bébés des pigeons. Nos jugements, merci. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est mon père qui me dit, mais non, les moineaux, c'est des moineaux. Ah, très bien, d'accord. Donc bon, on n'avait jamais répondu à cette question et j'avais toujours cru à ça, voilà. Je vous rassure, le Père Noël, j'y crois plus, hein, c'est bon. Et puis alors, on a vu il y a quelques jours Secret d'Histoire avec mon mari sur à la table des rois. Vous savez, il y avait Escoffier, je ne sais plus comment ils s'appellent les autres, il y en avait 2 autres. Et un des cuisiniers de Louis XIV, ouais, Louis XIV, peut-être même avant, peut-être avant, Louis XIII.
Je suis nulle, je retiens rien, c'est terrible. Il y avait des images avec une reconstitution historique, avec des acteurs qui jouent, tout ça. Et on voit cet homme-là cuisiner, machin, et on voit, on voit des cavaliers. Et je dis à mon mari, tiens, on dirait les Trois Mousquetaires. Et on voit effectivement qu'il y a D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Je dis, mais ils ont existé? Parce que moi, je pensais que les D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, c'était que chez Dumas, en fait. Je m'étais jamais posé la question de, ils ont existé? Et bien, visiblement, ils ont existé. Voilà. Alors, j'ai pas vérifié depuis. Peut-être que je me plante complètement. Mais si je me plante pas et qu'ils ont existé, bah, la honte quand même de pas le savoir. Voilà, moi je pensais que les Trois Mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, c'était vraiment sorti complètement de l'imaginaire de Dumas. Et visiblement, pas du tout. Voilà, donc petit jeudi confession, je débarque à 39 ans en disant « Hey, ils ont existé? Waouh, je me coucherai moins bête ce soir, dis donc !» Voilà, voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous reprendrai demain, probablement pour vous débriefer les Willoughby. Je sais pas comment ça se prononce, Willoughby, Willoughby, j'en sais rien. Et puis après, je vais tenter de lire Toucher la terre ferme de Julia Cardinon, que j'avais reçu de la collection Proche, dans la journée de demain. Ah, mais demain, je suis pas méga à la maison. Enfin, je sais pas. Et puis, je prendrai dans la voiture Scary Christmas et le Docteur Pascal de Zola qui me terminera mon année en beauté. Voilà, j'ai des choses à vous filmer pour le calendrier de l'après, donc je vais faire ça de ce pas. Il y aura peut-être 6 vidéos au lieu de 5. Donc peut-être que vous aurez une vidéo le 31. Je m'avance un peu, peut-être que j'aurai pas du tout le temps de le filmer, mais là je vais essayer d'en filmer 2 et on verra si j'ai le temps de filmer la dernière demain. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Nous sommes vendredi matin, dernier jour de la semaine, premier jour de vacances pour moi. Je viens vous parler un petit peu des lectures et je conclurai ce vlog demain matin. J'ai lu, terminé, dévoré, adoré les Willoughby de Loïs Lawrie, qui est une autrice jeunesse qui a écrit Le Passeur et bien d'autres choses. Elle a écrit quoi? De la même autrice, ah bah, il y en a plein, il y a tout ça. Le plus connu c'est Le Passeur, elle a écrit Contre les étoiles, Le Passeur, Passeuse de rêve, Messager, Le Fils, une série qui s'appelle Anastasia, que je ne connais pas du tout, et dans la collection 9, Toute la vérité sur Sam, Les mémoires d'un chien, Le bal d'anniversaire et Sacrée souris. Et Michael, qui m'avait donc offert ce livre, m'a dit qu'il y avait une suite. J'ai hyper envie de la lire en fait, donc je vais essayer de me la procurer rapidement. C'est donc l'histoire d'une famille qui s'appelle les Willoughby, qui compte 2 parents et 4 enfants, donc 2 jumeaux qui se ressemblent tellement qu'on les confond et qu'on les appelle A et B, parce qu'en plus ils ont le même prénom, ils s'appellent Barnaby tous les deux. On a Jane et on a Tim, et donc ces enfants-là se rendent compte qu'ils n'aiment pas leurs parents, et les parents se rendent compte qu'ils n'aiment pas les enfants. C'est terrible, mais c'est drôle. Et du coup, ils font tout pour fuir leurs parents et pour se retrouver orphelins, parce qu'ils disent, il y a plein d'histoires, genre Anne de Green Gables, elle est orpheline et elle y trouve son compte. Pollyanna, je connaissais pas ce roman jeunesse. Pollyanna, c'est pareil, Le Jardin secret, c'est pareil, ils finissent tous bien, donc eux aussi ils veulent être orphelins. Ça tombe bien parce que les parents veulent se débarrasser des enfants également, donc ils se barrent en voyage. Et il leur arrive tout un tas de trucs, mais ils meurent pas, donc les enfants se disent « Ah mince, c'est pas possible, ils ont encore survécu ». C'est hyper drôle, vraiment super drôle. J'ai mis, alors, je l'ai pas mis le post-it. Ah, j'avais corné la page, elle s'est décornée peut-être. Oh non, je voulais regarder un dialogue. Ah si, c'est là peut-être. Non, pas du tout. Oh zut. C'était page 28, je crois, de tête. Oui, c'est ça, voilà. Donc les 2 parents discutent. Chérie, le mari s'adresse à la femme. « Oui, chérie, j'ai une question à te poser. » Il se mordit à la lèvre. « Oui, chérie, tu aimes nos enfants ?»« Oh non, dit Madame Willoughby, en coupant un petit fil qui rebiquait sur ses ciseaux plaqués or. Je ne les ai jamais aimés, surtout le grand. Comment s'appelle-t-il déjà ? Timothy Anthony Malachi Willoughby. Oui, Louis. Lui, c'est mon fils. C'est celui que j'aime le moins. Mais les autres sont épouvantables aussi. La fille pleurniche tout le temps et il y a 2 jours, elle a essayé de me faire adopter un ignoble bébé. » Son mari frissonna. « Et il y a les 2 que je n'arrive pas à différencier, continua Madame Willoughby. Ceux avec le pull. Les jumeaux. Oui, eux. Pourquoi se ressemblent-ils autant ? Ça perturbe les gens et ce n'est pas bien. » Voilà, le genre d'humour. Je l'ai partagé sur Instagram, mais c'est trop drôle. Donc lui il dit, je vous lis la suite, « J'ai un plan, dit Monsieur Willoughby en posant son journal. » Il se caressait un sourcil d'un air satisfaisant. « C'est complètement abject. Magnifique. Un plan pourquoi ? Pour nous débarrasser des enfants. Oh zut, il faudra les emmener dans une forêt sombre. Je n'ai pas les bonnes chaussures pour ça. Non, un plan bien meilleur. Plus professionnel. Ah, tant mieux, je t'écoute. »
Trop drôle, super trop drôle, vraiment. Donc j'ai adoré, c'était glaçant, grinçant à souhait, c'était top. Ça fait un petit peu penser aux orphelins Baudelaire. Et du coup, à la fin, il y a une petite bibliographie de romans jeunesse, effectivement, où les enfants sont orphelins. Et j'ai envie de lire Le Jardin secret, parce que ça fait bien longtemps que j'en entends parler. Je me dis peut-être en anglais, ou en français, je sais pas, il y a plein d'éditions qui sont sorties. Il y en a qui sont citées aussi qui ne sont pas disponibles en français, genre Ragged Dick, Dick les haillons, non disponible en français, de 1867. Toby Tyler or 10 Weeks with a Circus, qui n'est pas non plus disponible en français. Sinon, il y a Mary Poppins, Les 4 filles du pasteur March, il y a écrit, Jane Eyre, James et la grosse pêche, Un chant de Noël, Heidi, Anne la maison au pignon vert, Les aventures de Huckleberry Finn, bref, voilà, tous ces romans jeunesse marquants et classiques où les enfants sont orphelins. Donc voilà, les Willoughby, c'était un vrai bonheur. Il leur arrive tout un tas de trucs, et puis en plus, ils trouvent effectivement sur la pas de leur porte au début un bébé. Et ce bébé, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça pleure tout le temps, ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas du tout, on n'en veut pas. Donc ils vont le déposer sur le perron d'une autre porte de maison qui va donc tomber, qui va atterrir donc dans la maison de monsieur. Comment il s'appelle déjà? Monsieur. Je ne vais pas le retrouver. Parce que quand je lis dans ma tête, je ne lis pas forcément les noms. Monsieur Mélanoff, le commandant Mélanoff. Et le commandant Mélanoff a une histoire. Et puis on va découvrir ensuite, à peu près au milieu du livre, un personnage isolé, dont on ne sait pas d'où il... Enfin, si on sait d'où il vient, mais on ne sait pas quel est le lien avec les autres personnages. Et bien sûr, le puzzle va se reconstituer à la fin. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment mignon. Et cynique à souhait, vraiment je vous le recommande absolument pour un bon moment. Il se lit d'une traite, hein. Il fait 190 pages, vraiment il est écrit gros, il est espacé, tout ça, donc il se dévore et j'ai passé un super moment. Je suis trop contente, merci encore Mickaël si tu passes par là, de me l'avoir offert. Et je vais essayer de me procurer la suite parce que j'en veux plein des bouquins comme ça et ça me donne envie de relire Les Orphelins Baudelaire. J'avais lu le premier tome en numérique. Et je pense que, ouais, je vais peut-être me le noter en objectif 2024, de lire Les Orphelins Baudelaire, parce qu'ils se trouvent maintenant facilement. Ils se lisent facilement, et je suis sûre que je peux m'en programmer sur une semaine, 3-4. Ça peut être assez festif et rigolo, voilà, dans une semaine de lecture, ça peut être chouette. Voilà, les Willoughby, moi je dis Willoughby, Willoughby. Je sais pas, si vous êtes prof d'anglais, dites-moi comment ça se prononce, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai sorti de ma palle un roman qui n'était pas prévu, qui n'est pas trop un roman, qui est plutôt un essai qu'on m'avait offert. C'est la collection Proche qui me l'avait offert, qui me l'avait envoyé pour les fêtes. C'est Toucher la terre ferme de Julia Carninon. Julia Carninon est l'autrice de Liv Maria, d'ailleurs c'est écrit ici, et de Sauvage aussi. C'est deux livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. J'avais vraiment adoré Liv Maria. Je découvrais la plume de Julia Carninon, et puis c'est un bouquin que j'ai lu d'une traite. Et Sauvage, que j'ai lu cet été, qui était vraiment intéressant aussi, que j'ai beaucoup aimé. Là, on est dans un récit autobiographique très très court, 90 pages. Voilà. On suit donc Julia Carninon qui nous raconte sa maternité, ses 2 grossesses, son lien avec ses enfants, son lien avec sa vie de femme. Je savais que c'était quelque chose en lien avec la maternité, je pensais que c'était quelque chose seulement en lien avec la maternité. Mais elle va digresser un petit peu et nous parler de sa vie, de la rencontre avec son mari, de ses amours, de son ressenti par rapport à ça, de son ressenti de femme. Alors, c'est intéressant, mais j'ai préféré la partie maternité. Ce qu'elle dit sur la maternité est terriblement vrai, je l'ai ressenti vraiment parce que je me suis reconnue là-dedans aussi. Et c'est Charlotte Lots of Books qui m'avait dit que c'était vraiment incroyable comme récit, c'était terriblement réaliste, évidemment. Mais ça m'avait parlé, je me dis tiens, je me le note. Et puis comme la collection Proche me proposait de me l'envoyer, j'ai dit oui. Elle écrit bien. Elle parle de ses enfants. Il y a tout un monologue, toute une phrase entière, je crois. Il faut que je la retrouve. Elle dit mes enfants, mes enfants, mes enfants. Et je ne sais plus où c'est. Mince. Voilà, je suis leur mère. Elle parle déjà d'elle en disant je suis leur mère. Je suis leur mère qui a menti, leur mère qui a trompé, leur mère pleine d'orgueil et d'avidité. Je suis leur mère peureuse, leur mère suicidaire, leur mère ambitieuse. Je suis leur mère humiliée, leur mère abusée, leur mère bafouée. Je suis leur mère timide, claustrophobe, indéfendable, etc. Et ça, c'est assez beau, en fait, comme monologue. Et après, elle parle de ses enfants, mes enfants, mes enfants.
mes enfants qui disent mais enfin, mes enfants qui disent tu es mon amour, mes enfants qui disent je te protège, mes enfants avec deux dents, avec un pansement, avec une robe de princesse, mes enfants qui escaladent l'escalier par en dessous, mes enfants qui s'énervent, mes enfants scandalisés de ne pas pouvoir sursauter les prises électriques, mes enfants qui courent vite, qui ne cessent de ramener, etc. Donc voilà, c'est ça, tout ça c'est assez beau, et son lien à la maternité, à la grossesse, ses accouchements, voilà, tout ça c'est très parlant et ça m'a plu. Mais par contre son histoire avec son mari, tout ça, ça m'intéressait pas trop. Et j'ai trouvé que c'était très privilégié. Elle écrit, elle est écrivaine, tout ça. Et du coup, elle a pas la même vie que quelqu'un qui a deux enfants, qui galère à aller au boulot, à joindre les deux bouts. On sent qu'elle est quand même un petit peu privilégiée et qu'elle... c'est pas qu'elle se plaint, mais bien sûr, c'est difficile, évidemment. T'élèves deux enfants, tu vis, t'as une vie à côté, bien sûr. Mais néanmoins, elle n'a pas forcément les mêmes galères que tout le monde. Voilà, donc je suis un petit peu mitigée, heureuse de l'avoir découvert, mais ça tourne un petit peu autour de son nombril, et pour cause, hein, c'est un peu normal. Donc je serais quand même contente d'en lire d'autres d'elle, mais pas tout de suite. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, là je suis bien embêtée. Je dois commencer Scary Christmas de Elaine Macmillan, alias Yann Manouk, demain. Je pense que je vais le commencer demain et qu'aujourd'hui, je vais rien lire parce qu'en fait, je prends pas les transports. Et que je suis avec mon mari et que du coup, on a d'autres trucs à faire. Je ne vais pas me poser et m'isoler pour lire. Et je vais pas lire un autre bouquin juste aujourd'hui, ça sert à rien. Donc je vais pas lire aujourd'hui. Et si jamais j'ai envie de lire, j'écouterai le début de La Tour Sombre. Le tome 3, qui s'appelle Terre perdue. Là, il faut que j'aille à la poste, il faut que j'aille à la librairie, il faut que j'aille récupérer mon carnet de lecture. Je voulais vous le montrer. Ah, je vous le montrerai peut-être demain. Carnet de lecture. Je vais récupérer un autre colis aussi. Enfin bref, pas mal de trucs à faire. Et puis voilà, donc peut-être pas de lecture aujourd'hui, c'est pas très grave. J'ai reçu hier de ma chère Stéphanie Une souris et des livres. Anne d'Ingleside, le tome 6 déjà, 6, waouh, de Anne de Green Gables, voilà. C'est beau, il est beau. Merci Steph, si tu passes par là. Je te fais des gros bisous, je te remercie infiniment. Et donc j'ai la suite de Anne, ça y est, je vais pouvoir l'attaquer. Donc plus un dans la palle, of course, mais c'est pas grave parce que je pense que il m'en reste 13, je crois. Ah, c'est beau. Ah bah c'est les éditions Toussaint Louverture qui mettent ça. Il m'en reste pas beaucoup, en fait. J'en ai rajouté parce que j'avais oublié de rajouter En couple de Colline Pierret et Mauvais joueur de Amélie Antoine, qui sont deux jeunesses qui se lisent bien vite. Donc je crois que j'en ai 14 dans ma palle. Donc je finirai pas l'année à 10. Moins 1 Scary Christmas, donc 13. Malheureusement, la meuf, relou. Ah, malheureusement, je vais recevoir des livres pour Noël. Du coup, oui, j'en attends 2 de Ludivine, normalement. Et donc, 15, 16 peut-être dans la palle. C'est pas grave, je fais mon petit no-buy en janvier. Je vais d'ailleurs lancer le groupe aujourd'hui sur Insta. Et puis, on va essayer d'être à 0 en 2024. Tentons, on verra bien, mais je pense que c'est carrément possible. En sachant que j'ai toujours ma palle prioritaire, enfin ma palle non prioritaire, hein. Elle est là et j'en ai 24, 25 je crois. Donc je vais essayer de la faire descendre aussi, mais le problème c'est que tous ceux qui sont dans ma palle sont programmés entre janvier, février, mars. Et un peu avril. Je crois que je dois en acheter un ou deux, là que je me suis programmée. J'ai super envie de lire. Donc ce qui voudrait dire que potentiellement à partir de mai, je suis plutôt dans ma palle non prioritaire, mais bon, potentiellement, parce que tout peut arriver bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'en janvier, du coup, je fais un no-buy, donc j'achète pas de livres. Et je vais pouvoir, je pense, diminuer ma palle de 8 livres en moyenne, ça va dépendre comment je lis en janvier. Mais ça, c'est cool. Voilà. Et donc, dans le bouquin Anne d'Ingleside, il y a écrit « Les éditions Monsieur Toussaint Louverture sont follement, follement heureuses à l'idée enchanteresse de vous annoncer la très prochaine publication à partir de 2024 de la charmante trilogie de livres de Lucy Maud Montgomery sur l'effrontée mais néanmoins délicieuse Emily Bird Star. Des bouquins entre 1923 et 1927. Et il a écrit bisous. Oh, c'est chou, bisous. Comme derrière là, il a écrit merci. Ils sont trop mimi chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc je savais qu'il y avait une nouvelle trilogie, et donc ça s'appelle Emily the New Moon, l'ascension d'Emily et la quête d'Emily. Je crois que c'est un peu plus jeunesse, cette saga-là. Mais moi je m'en fiche, je les prendrai quand même parce qu'ils vont être trop beaux, évidemment. Et que je veux toute une bibliothèque de Monsieur Toussaint Louverture, évidemment. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là, je vous reprends demain je pense, et je vous montrerai comme ça le carnet de lecture et tout et tout. Et je vais aussi récupérer mon cadeau de Noël perso que je me suis fait à moi en librairie, je vous montrerai ce que c'est.
On est toujours vendredi, mais la boîte aux lettres était pleine de choses. Je vais commencer par, du coup, un des livres de la boîte aux lettres qui est du coup ma lecture en cours. C'est le nouveau Lorraine Bastide, Courir l'escargot. C'est publié chez J.C. Lattès dans la collection Bestiale, qui a déjà vu paraître... Ah mince, il n'y a pas... Oh, il est dédicacé, j'avais pas vu. Je sais plus, je crois qu'il y a Pauline Armange qui avait publié ça chez eux, qui avait publié un roman chez eux. Ah zut. Non, il n'y a pas écrit. D'accord, c'est pas très grave. J'ai pas lu le résumé, mais on parle d'escargot, de questionnement sur la vie, de ralentir, de se dépêcher tout le temps. Lorraine Bastide parle de sa vie, parle de ses angoisses aussi, de son enfance, de petites anecdotes. C'est plein de petits paragraphes comme ça, où elle nous raconte un petit peu ce qu'elle fait pas, ce qu'elle voudrait faire, ce qu'elle a été, ce qu'elle sera, ce qu'elle voudrait être. Je pense que c'est une petite bulle à lire et sans se dire ouais mais je m'en fiche en fait de sa vie. Non, faut pas dire ça. C'est que en fait c'est des réflexions de vie, voilà. Donc moi j'aime bien ce que fait Lorraine Bastide, j'aime bien cette femme. Et du coup voilà, je suis curieuse, je l'ai commencé, hein, je suis page 43, il est très court. Il fait 120 pages, il sort je crois début janvier, on me l'avait proposé, donc j'ai fait oui, je veux. Je suis trop contente. Et ça me fait ma lecture du jour. Et je le terminerai demain, comme ça demain je commence Scary Christmas. Merci J.C. Lattès. Alors ensuite, merci Pocket. Non, je vais pas commencer par ça. J'ai deux enveloppes Pocket et un colis Pocket. Un colis. Je vais pas commencer par ça, je vais commencer par mon achat de Noël de moi à moi. J'entends des bruits. Voilà. Il est beau. Il est beau. Il y en a 3 dedans. L'argent, la débâcle et le docteur Pascal. Il y a des appendices. C'est les manuscrits préparatoires des Rougon-Macquart. Alors, je ne sais pas si c'est ceux que j'ai, moi. Voilà. Je ne sais pas si c'est ceux que j'ai, moi, pour... que j'avais acheté chez Textuel. Mais voilà, roman, document de préparation. Oh, il y a quand même 800... Non, docteur Pascal. Il y a des notes, ça doit être des notes préparatoires. Ouais, il y a 200 pages. 200 pages de notes préparatoires à peu près. Et donc voilà, on est sur le dernier tome des Rougon-Macquart. J'ai les 5 tomes en Pléiade. C'est mon plaisir. Je vais peut-être... Vous savez quoi, je vais l'emporter en vacances. Et je vais peut-être me lire sur Pléiade pour clore ma lecture des Rougon-Macquart en beauté. Il commence où le docteur Pascal? Alors bien sûr, c'est pas que je l'abîme, mais je l'ouvre hein, évidemment. J'ai fait quand même très attention. Il commence où? Il commence là, voilà. Et il va jusque... Ça c'est les notes? Ouais. C'est les notes, tout à fait. Et il va jusque... Ah, il n'est pas très long. La débâcle, étude, l'argent, étude aussi, j'imagine, voilà. Il y a des études. Ah, il est court. Il fait que ça. 1219, donc il commence à la page 900. Il fait 300 pages en Pléiade, ça va. Franchement, ça va. Bon, c'est pas écrit gros, hein, on est d'accord. Mais je suis contente. Oh là 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 là. Ça va être le dernier tome. Voilà, mon cadeau de moi à moi, Noël. Ah, ça fait quelque chose quand même, hein. Ah, Zozo. Il a une petite tronche de rebelle, là. Hein. Il me regarde comme ça. Voilà. Où est-ce que je le mets? Je vais le mettre là. Pas l'abîmer. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer le carnet de lecture qui est grand de Séverine. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Un poche. Hop là. Je vous ai montré Anne. Vous voyez les formats de Anne semi-brochés? Voilà. C'est un grand format en fait. Hein. Donc, on est sur un grand format hyper complet. Genre, déjà, la photo est très belle avec ce corbeau là. Donc, c'est mon carnet de lecture. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vraiment, il est hyper complet. Donc, nous avons un calendrier avec chaque mois, la pile à lire du mois, tout ça, la wishlist du mois,
très très bien fait. Il coûte 13 € je crois. Les challenges et les LC et le top 3 du mois. Et on a ça pour tous les mois. Je vais passer tous les mois, blablabla, jusqu'à décembre, on est là. Voilà. Et les petites illustrations à chaque fois. Ensuite, il y a le Reading Tracker. Qu'est-ce que le Reading Tracker? C'est ça. Donc c'est en fait un outil de suivi des pages lues tous les jours, ainsi que de vos livres finis et de vos participations au Read With Me. Donc si vous participez à Read With Me de Séverine, là vous pouvez par mois, en fait il y a tous les mois, là, janvier, février, mars, et tous les jours, et ben vous pouvez cocher soit pas de lecture, en vert par exemple, en bleu entre 1 et 25 pages, en jaune entre 26 et 50 pages, et vous reportez sur votre tracker. Donc ça c'est cool, je ne sais pas si je m'en servirai, parce que je compte déjà les pages par jour, donc je ne sais pas trop... Quoique, je peux regarder, je peux noter, je peux noter. Je peux reporter, pas tous les jours, mais vu que je note mes pages, j'ai juste à reporter la quantité de pages, par exemple 120, et ben je vais colorier en la case correspondante entre 101 et 150 pages. C'est vraiment pas bête. Index des fiches. Donc là, on a tout l'index des fiches et tout... Attendez, je reprends un peu plus tard parce que j'ai un appel. J'essaie de vous recaler un petit peu. Donc, j'en étais là. J'ai même mis un marque-page. Donc, les titres des livres correspondant au nombre, enfin, aux pages référentes, bien sûr. Et là, il y a toutes les fiches de lecture ensuite. Donc, vous avez 4 fiches de lecture sur 2 pages, donc 2 fiches de lecture par page, avec le titre, auteur, débutez-le, finis-le, édition, genre, nombre de pages, papier e-book audio, donc à cocher, et à cocher YouTube, Instagram, blog. Donc je pense que c'est pour ceux qui font des vidéos, tout ça. Ça, je ne sais pas si je le cocherai, parce que moi j'ai déjà mon carnet de lecture, mais c'est surtout pour mon avis. Et la note en bas. Voilà, et il y en a 300. Il y en a 300. C'est énorme. C'est les vrais carnets de lecture pour gros liseurs, en fait. Donc ça me va. Et à la fin, il y a les bilans. Donc les bilans, toujours avec des belles photos. Les bilans, genre les 12 coups de cœur de l'année, donc ça c'est bien. Les battles. Battle de l'année, ça peut être pas mal aussi. Les sagas en cours, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pages pour les sagas, donc ça aussi c'est bien. Le top thriller, donc où Séverine nous donne son top thriller à elle, et puis on coche. Ça, je pense que c'est une des premières choses que je vais faire. Cocher ceux que j'ai déjà lus. Et je sais qu'il y en a, par exemple, là j'en vois 2. Derrière les panneaux, les hommes, il y a les hommes et Nécropolis, c'est 2 que je veux lire qui viennent de chez Séverine, qui me tentaient beaucoup. Donc j'ai déjà coché pour voir ceux que j'ai lus. Il y a 2 pages quand même, hein. Enfin 4 pages. Les citations, si vous voulez noter vos citations. Beaucoup de pages pour les citations. Le Challenge Express Globetrotter, qui est un outil de suivi permettant de connaître les pays que vous avez visités lors de vos aventures livresques. C'est un peu comme la carte des auteurs de Livre Addict, donc ça c'est bien, il y a tous les pays, continents, tout ça. Le système solaire, je ne sais pas pourquoi le système solaire. Un abécédaire, avec le jeu de l'abécédaire, à remplir avec les noms des auteurs. Un bingo, trop bien. Et voilà, le challenge emprunt est prêt pour ceux qui empruntent à la médiathèque. Très bien aussi. Et la page des auteurs. Si vous voulez lire tel auteur, vous cochez ensuite des petites cases pour cocher ceux que vous avez lus. Vraiment, vraiment, chapeau. Des petites pages de notes. Chapeau Séverine. Parce que c'est un sacré outil que tu nous livres là. Je sais que c'est le 3e. Moi, j'avais pas ni le 1er ni le 2e. Mais alors là, vraiment, il est hyper complet. Donc il n'y a pas le prix, mais je crois que c'est 13 €. Il est que sur Amazon, parce qu'elle ne le fait vendre que sur Amazon. C'est une couverture assez souple, peut-être un poil fragile, mais je comprends. Je peux comprendre, moi ça va rester chez moi, c'est pas un souci du tout. Mais quel taf, franchement, bravo, bravo Séverine. Il est très très beau. Il est très complet, je suis ravie. Trop contente. Donc merci Séverine, c'est un très bon investissement pour moi. Je suis ravie. Voilà, ensuite on passe aux petites réceptions. J'ai pensé à celles qui écoutent dans la voiture, j'ai pré-ouvert les enveloppes et je ne sais pas ce que c'est. Pocket. Hein. Mungo. Ah si, je l'ai vu celui-là. Je l'ai passé. Mungo. Sélection Grand Prix des lecteurs 2024. Mungo de Douglas Stewart. Douglas Stewart, il avait fait quelque chose avant. Il a fait quoi avant? Qu'est-ce que j'ai vu? Shuggy Bane, exact. Je l'avais vu passer aussi. Voilà, Mungo, je ne vais pas vous lire les résumés. Il est écrit tout petit. Petit. Et il fait plus de 500 pages, 520 pages. Voilà, Mungo. Il sort le 4 janvier. Je le mets là. Allez. Hop.
C'est le bazar. Et un petit, tout petit. Ah bah, Philippe Besson, qui sort aussi le 4 janvier. Ah. Ceci n'est pas un fait divers, on est sur des violences conjugales, on est sur un féminicide, hein, concrètement. Voilà l'histoire d'un féminicide, il est tout petit, tout petit, mais vraiment, vraiment tout petit. 150 pages. J'avais dit en grand format que je n'avais pas spécialement envie de le lire, parce que je préfère lire des essais écrits par des femmes sur les féminicides. Peut-être un peu tranché comme avis, je ne sais pas, bref, on verra. Je l'ai. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Là, je vous demande vraiment votre avis, savoir si je me lance ou pas. J'aime bien ce que fait Philippe Besson, en fait, vraiment. J'ai adoré Paris-Briançon, énorme coup de cœur de l'an dernier, et j'ai adoré Arrête avec tes mensonges aussi. Les deux que j'ai lus de Philippe Besson, je les ai adorés. Donc je pense que je pourrais adorer celui-là. Il faut juste que j'ai un point de vue de lecture différent que quand je lis un essai sur les féminicides, par exemple. Je pense. Il sort le 4 janvier aussi. Et là, on ouvre la boîte Pocket. Et je ne sais pas ce que c'est. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, alors, il y a plein de bouquins, et il y a un bouquin qui est ouvert, plié. C'est les rendez-vous littéraires de Pocket. Non, mais c'est fou. Alors, attendez. Oh là 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 là, je suis tellement triste, parce qu'en fait, il y en a un qui était complètement ouvert. Celui-là était complètement ouvert. Les pages sont cornées. Oh là 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 là. Bon, je vais les sortir, je vais vous montrer. Attendez, je sors et je vous montre. Alors, on est sur une box Rendez-vous littéraire Pocket, 4 janvier 2024. Donc, on est sur une rentrée littéraire, rendez-vous littéraire de Pocket avec 3 livres. C'est 3, hein, c'est ça 4. Excusez-moi. Donc, il y en avait un autre qui était dans un autre, donc il est un petit peu abîmé aussi. Bon, c'est pas très grave. Donc, il y a des petits bandeaux qui s'enlèvent à chaque fois. Donc, je vais vous montrer... Non, avec les bandeaux parce que je ferai une photo pour Instagram. Au loin, quelques chevaux de plumes de Jean-Louis Milesi. Milesi. Je ne connais pas du tout. Ça se passe en juillet 1900. On est dans le Nebraska. Témoigner de la misère et de l'invisibilisation de l'oubli. Pour la mémoire d'un peuple. D'accord. Très bien. Peut-être que je peux vous... En fait, je vais vous lire ce qu'il y a sur les marque-pages. Je vais vous montrer, je vous lis après. La demeure du vent de Samar Yazbek. Assez court. Tout ça, ça sort le 4 janvier. Hors d'atteinte de Frédéric Couderc. Et Marée de Sarah Freeman. Donc, je vous fais comme ça. Marée, on est donc... Après avoir vécu un épisode douloureux, Mara fuit en direction de la mer, dans une station balnéaire en fin de saison. Elle traîne sa solitude et son chagrin dans les rues désertes et les plages oubliées. La reconstruction est parfois comme un château de sable, sans cesse recommencé. Assez court, 320 pages à peu près. Hors d'atteinte de Frédéric Couderc. Paul, écrivain à succès, découvre que des liens étranges unissent son grand-père à un médecin SS complice de Mengele, un docteur longtemps traqué, jamais pris. Paul se lance alors dans une quête de vérité familiale aussi lourde que complexe. Il a eu le prix Seligman contre le racisme. Il a l'air vachement intéressant. Il est gros. Il fait 83 pages. Il est assez gros. Il est un petit peu plié du coup. Celui-là, il me tente pas mal. Hein. Ensuite, La demeure du vent. Ali, 19 ans, soldat de l'armée syrienne, gît à quelques pas d'un arbre. La conscience lui revient par bribes. Cet enterrement dont il se souvient, est-ce le sien ou celui de son frère? Lui, l'enfant rêveur et contemplatif, comment s'est-il retrouvé enrôlé de force dans l'armée syrienne? Dur. 200 pages à peu près. Et enfin, je vous disais, au loin, quelques chevaux de plumes. Juillet 1900, alors qu'il est parti pour photographier des oiseaux au cœur du Nebraska, le bourgeois Edward Curtis va trouver sa vocation, le projet de toute une vie. Immortaliser les tribus amérindiennes, témoigner de la misère, de l'invisibilisation et de l'oubli pour la mémoire d'un peuple. Ça doit être intéressant aussi. Assez gros, 500 pages. Presque 500 pages. Merci beaucoup, Pocket, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Les rendez-vous littéraires Pocket. Donc c'est un peu comme les révélations, enfin c'est des titres que Pocket met en avant. Et là, on a donc les sorties Pocket de janvier. C'est énorme. C'est énorme. Plus 6 dans la palle.
pas le pas prioritaire là, parce que j'ai rien demandé. Donc peut-être juste hors d'atteinte, mais je verrai. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Pocket. Ouais. Voilà, moi je vais retourner avec Lorraine Bastide et je vous reprendrai demain pour conclure le vlog de la semaine et de dernier vlog de l'année. On est samedi matin et je viens conclure cette semaine de vlog et dernière de l'année 2023, car après vous aurez droit au calendrier de l'après. 6 vidéos, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 vidéos, une par jour à 8 heures. Comme ça, vous aurez du contenu pour ces jours post-Noël et pré-jour de l'an. Et moi, je vous retrouve en 2024. Je n'ai pas terminé Courir l'escargot de Lorraine Bastide. Il me reste une trentaine de pages. Et j'aime bien. Et j'aime bien. Et on est dans un... Alors, j'ai regardé derrière, c'est un peu voilà, ce journal d'écriture poétique et étincelant. C'est vrai que c'est comme un journal d'écriture, en fait. On est dans ses pensées, on est dans ses réflexions. Ça passe un peu du coq à l'âne, mais c'est un journal. C'est vraiment un peu comme un journal, comme un petit brouillon. Et moi, je le prends comme ça et je l'aime beaucoup, donc je suis assez contente. J'ai plein de photos à faire Insta, j'ai plein de chroniques à faire. J'ai ma pile là, top 2023 qu'il faut que je prenne en photo, je suis en retard. Ça va pas du tout, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais voilà, donc je conclue ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu, que cette semaine vous a plu. Et que mes lectures vous ont, je vais pas dire inspiré parce que c'est pas ça, mais vous ont donné envie peut-être de les commenter. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos ressentis sur ces lectures et si vous avez un top. Est-ce que vous avez un top déjà 2023? Est-ce que vous avez un top 3 2023? Est-ce que vous avez un top 23 2023? Est-ce que vous avez un top 2023 de 2023? Voilà, dites-moi tout. Et puis, écoutez, je vous retrouve l'année prochaine. Merci d'être là. Je le redis à la fin des recommandations. J'ai spoilé, mais je finis pas par ça. Je le redis à la fin de la dernière vidéo du calendrier de l'après. Merci d'être là, merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance, merci pour vos cœurs. J'adore cette communauté. Même si, en fait, j'ai beaucoup moins de gens qui me suivent sur YouTube que sur Instagram, mais je m'en fous, parce que vous êtes de qualité et que vous savez bien commenter et que vous savez être là et que vous savez échanger avec moi et que c'est ce que je cherche exactement ici. Donc c'est vraiment quelque chose, un lieu où je me sens bien avec vous, pour vlogger, pour papoter lecture. Et puis, je ne changerai pas en 2024 puisque je ne peux pas changer. Vous m'avez en nature, peinture, sans maquillage, les cheveux gras, en pige. Voilà, je n'ai aucune raison de changer parce que si je change, ça sera plus moi. Donc, j'ai envie de rester moi parce que c'est pas mal aussi en fait. Hein. Voilà, donc je vous remercie encore plein de fois. Je vous fais des gros bisous. J'espère vous voir en 2024 en salon, en dédicace, enfin pas moi, mais voilà, dans des dédicaces d'auteurs, dans la rue. C'est déjà arrivé dans Paris que je croise deux personnes m'ont dit « Je te suis sur Instagram, sur YouTube. » Dans la rue, quoi, dans Paris. On est des milliers dans Paris, là. C'était trop drôle. Et puis voilà, et puis merci d'être là, encore. J'espère que vous serez toujours là en 2024, parce que si vous n'êtes plus là, après, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous soyez là, en fait. Donc voilà, merci beaucoup, et puis on se voit très vite. Et je crois que c'est tout, donc je vais arrêter là. Bonne fête de fin d'année à vous. Passez un très joyeux Noël. Passez un très bon week-end si vous ne fêtez pas Noël. Passez une bonne fin d'année, qu'elle soit sereine, agréable. Que 2024 vous offre plein de beaux projets, plein de belles choses. La santé, abat le Covid, abat la grippe, abat tout, abat la varicelle ici aussi. On va essayer. Et puis plein de belles choses pour vous. Merci encore d'être là. À bientôt.